Je suis allongée sur le côté gauche et eux étaient à ma droite. Oui, je me suis dit, «Il faut que ça s'arrête. De toute façon, ils me trouveront pas à temps et il faut que j'abrège mes souffrances, en fait» et j'entends, la première phrase, d'un pompier, qui me dit, «On vous entend madame» et en fait, c'est ma dernière parole. Je leur dis, «J'ai entendu mon fils, je vous en supplie, sauvez-le». Apparemment, je m'endors, ils font silence et ils entendent effectivement mon fils pleurer. Ils posent la question, je lui dis: «Est-il bé?» et en fait, je comprends dans ses yeux que ouais, c'est pas le cas. Ludivine, merci beaucoup en tout cas d'être ici dans le studio Oracris. Je sais à quel point, bah, pour toi c'est difficile de venir ici raconter aussi, ton histoire. Je tiens sincèrement à te remercier d'avoir accepté, cette invitation. C'était pour toi libérateur de faire ce livre, mais tu as accepté aussi, de parler, de faire ce podcast. Notamment à la fin de ton livre, tu consacres une petite partie à ce podcast que j'ai eu la chance de lire avec des mots quand même qui sont, assez forts et qui sont très forts. Tu dis, «Écrire m'a sauvé, mais parler aujourd'hui me fait renaître». On le sait, on l'a dit tout à l'heure, tu as refusé tous les médias pendant 4 ans, et aujourd'hui tu choisis aussi de parler ici à cœur ouvert. Ma première question, et elle est toute simple, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi avoir accepté de parler maintenant? Et pourquoi avoir accepté de raconter ton histoire ici, dans notre podcast? Alors j'ai eu plusieurs demandes, notamment France 2 qui m'avait contactée, très peu de temps après l'accident, pour l'émission «Ça commence aujourd'hui» et ça s'était pas fait. Je pense que c'était pas le bon moment, c'était encore trop récent et je ne me sentais pas prête et en fait, en avril, de cette année, je suis tombée sur un podcast que tu as fait avec ton père, où il parlait de Marceau et de moi parce que cette nuit-là, il était, chef, de l'intervention, en fait et en fait, suite à ça, tu m'as contactée, tu m'en as parlé, mais en me laissant la possibilité de choisir, voilà, le moment qui serait, le meilleur pour moi et en fait, là, je pense que c'est exactement le bon moment, avec la bonne personne parce que je me suis sentie de suite en confiance et que je savais que c'était que de la bienveillance et qu'il y avait pas du tout, de curiosité malsaine comme il peut y en avoir dans d'autres médias. Je me rappelle parfaitement de ce moment, et on le mettra aussi à l'image pour, toutes celles et ceux qui nous écoutent. La question, elle était en plus, je m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que c'était une question quand même assez, j'ai demandé quel était son plus beau souvenir, lors de sa carrière. Bon, pour le connaître, je sais qu'il en a eu pas mal d'interventions, de grosses interventions, et je sais que quand il parle de cette intervention, il a toujours l'émotion, et ça s'est d'ailleurs ressenti dans ce petit réel justement qu'on avait pu faire, et que tu avais vu par hasard, je crois quelques jours, Je justement suis quelques tombée jours après. dessus, par hasard, le 17 avril, je me rappelle encore de la date, purement par hasard et en fait, quand je l'ai vu, bah, forcément, beaucoup d'émotions aussi et surtout de ressentir l'émotion lui aussi dans ses yeux et dans sa voix. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avant aussi, avant de parler un petit peu de l'accident, avant de parler des choses peut-être aussi un peu plus lourdes, parce que je pense que cet accident t'a aussi profondément changé. Je Complètement. pense que ça change d'une femme, et que ça change tout être humain. Comment tu étais avant ce drame? Bah, pour moi, ma vie était, parfaite. J'avais pas de enfin, pour moi, tout était bien, tout était normal. Je me suis rendue compte après coup, finalement, que j'étais heureuse dans ma vie de famille, j'étais heureuse en couple, je n'étais pas heureuse en tant que femme, à proprement parler. Pourquoi? J'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même et que là, de me retrouver face à une telle situation et de me retrouver face à moi-même, ça m'a permis de faire un énorme travail sur moi. À cette époque-là, vous aviez construit aussi avec Thibaut et Marceau un vrai cocon. C'était, voilà, une vraie famille, un vrai cocon. Tu dis d'ailleurs à un moment donné dans ton livre, et je cite: «Je croyais que le bonheur, c'était d'avoir tout ce qu'on voulait. En réalité, c'était juste eux». Mmh. C'est encore plus vrai aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que j'avais la vie de famille que je m'étais imaginée, que j'avais rêvé. On venait d'avoir un enfant, on était en train d'acheter une maison. Il y avait le projet, du deuxième enfant qui arrivait et on savait que ça serait, rapide. Mais en même temps, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait, beaucoup de choses à changer. S'il y a une journée peut-être, d'avant que tu aimerais, de cette vie d'avant, que tu aimerais revivre, ça serait laquelle? D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, c'est la journée où il y a eu le feu d'artifice à Sanary parce que donc c'était le mois de décembre, c'était quelques jours avant l'accident. C'était le mois de décembre et à Sanary, au mois de décembre, il y a beaucoup de festivités, beaucoup de décorations et notamment des feux d'artifice assez régulièrement et il était très rare les soirs où Thibaut ne travaillait pas. Ce soir-là, il ne travaillait pas
et il y avait un feu d'artifice qui était prévu et habitant sur le port, on était, aux premières loges, sur notre terrasse et je me rappelle de ce moment, c'était très fort. Et c'est quoi qui t'a marqué dans ce moment? C'est le Ben, on moment en était tous famille, les c'est le 3 et voilà, il y avait beaucoup d'émotions dans ses yeux, dans mes yeux. Notre fils qui avait, à peine 9 mois et qui était, émerveillé et voilà, c'était très beau. c'était quelque temps avant Peu de jours avant. peu de jours avant l'accident. J'ai plus la date exacte, mais très peu de jours avant, Et aujourd'hui, quand tu regardes la Ludivine d'avant, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? que ça va aller. Tu as passé déjà une grosse étape. Oui. Le 7 décembre 2021, tu es chez toi avec Thibaut Marceau. Il est aux alentours de 4 heures du matin et là, tout va s'effondrer. Euh, Moi, j'aimerais, et c'est la question, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, euh, qu'est-ce que tu, à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu te souviens? Qu'est-ce que tu te souviens de ces premières secondes? Est-ce que c'est le bruit, le choc, le vide? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bah, déjà, j'aimerais revenir sur, le juste la soirée d'avant où en fait, Bien sûr, oui, voilà. tout allait bien et il y avait aucune ombre au tableau et j'étais loin de m'imaginer ce qui allait se passer et quand je suis partie, me coucher, donc le soir du 6 décembre, je suis allée me coucher sereinement, sans aucune crainte, sans peur. Parce que pour rappeler, il était restaurateur et donc du coup, il était souvent pas là le soir aussi, C'est Thibaut. ça et ce Il soir-là, rentrait il tard travaillait, il oui et ce rentrait tard le soir-là, il soir. travaillait et il est rentré, comme, à peu près d'habitude, aux alentours de minuit. Je me suis réveillée à ce moment-là, je l'ai vu. On s'est dit bonne nuit, on s'est dit: «Je t'aime» et on s'est endormi et en effet, à 3h42, j'ai été réveillée, par, à la fois un bruit très fort et à la fois cette sensation de tomber dans le vide, et quelques secondes après, de d'un poids immense, en fait, sur moi. C'est quoi le 1er souvenir là qui te revient en tête quand tu penses à ça justement? C'est ce bruit, vraiment? C'est ce bruit sourd? Ce bruit, mais j'ai pas eu de suite conscience que c'était réel. En fait, pour moi, je rêvais. Tu as perdu connaissance à ce moment-là? Pas du tout. Dans ton livre justement, tu précises que, tu parles de ce grondement, puis le vide, que le néant t'a avalé. Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui ce moment dans ton corps? Oui. Alors, pas forcément, en pleine journée ou ça va pas me revenir à ce moment-là, mais la nuit et c'est des cauchemars qui reviennent assez régulièrement. Combien de temps tu es resté sous les décombres? Est-ce que tu te rappelles de Alors, je ça? saurais pas dire le temps exact parce que, à la fois, j'ai eu l'impression que c'était très long et en même temps très court. En fait, le problème, c'est que je n'avais plus aucune notion du temps et quand ça s'est produit, au moment où j'y étais, je ne savais pas quelle heure il était, je ne savais pas si c'était encore la nuit, si c'était le jour. Je savais pas du tout. Quel a été justement ce moment où tu te rends compte que, là, il se passe tu rêves pas, il se passe vraiment quelque chose de pas normal? Au bout de quelques minutes, je pense. Donc pas de suite, j'ai eu un moment de flottement où je me suis dit: «Bah, je suis en train de faire un cauchemar» et en fait, au bout de quelques minutes, ne voyant que les choses ne changeaient pas, là, je me suis dit: «Non, en fait, il s'est passé quelque chose». J'ai tout de suite compris que l'immeuble s'était effondré. Ah ça, tu l'as compris tout de Ça, suite? je l'ai compris de suite, mais je ne savais pas pourquoi. Tu as juste entendu ce bruit et après tu t'es retrouvé, Enseveli. là, comment ça se passe? Tu es dans une, ta première pensée, c'est tu appelles le prénom de Marceau, tu appelles le prénom de Thibaut, c'est quoi? Thibaut dans un premier temps et Marceau et en fait, je n'ai aucune réponse Tu les hormis, vois là, à ce moment-là, pour bien comprendre et aussi pour que les gens puissent imaginer ce moment-là, tu ne les vois pas, pas du autour de tout. toi. Toi, tu es dans le noir, c'est dans la Je suis nuit, tu es dans dans le le noir, noir. je suis complètement bloquée, je ne peux pas bouger. Je suis allongée sur, le côté gauche et eux étaient à ma droite. Parce que ça, pour Heu, bien comprendre, Marceau était dans votre chambre, c'est ça? Marceau était dans notre chambre, donc il y avait notre lit. Moi, je dormais donc, sur le côté gauche, Thibaut sur le côté droit et en fait, le lit de Marceau était à côté, De Thibaut? de Thibaut. Tu es juste tu vois des gravats autour de Je toi, de la vois rien, poussière? Ben, rien du tout. je ne vois rien, je suis dans le noir complet. Tu es dans une sorte de poche d'air quand même qui te permet de Alors oui, je respirer? pense parce que j'ai quand même pu respirer jusqu'à la fin, mais je suis complètement bloquée, je ne peux pas bouger, je ne vois strictement rien et je n'entends plus rien. C'est quoi ta première peur à ce moment-là? Tu peur de toi, tu as peur de mourir? Tu as peur qu'eux, justement, il leur est arrivé quelque chose ou tu y penses pas du tout à ce J'y moment-là? pense pas du tout à ce moment-là.
C'est quoi ton premier sentiment à ce moment-là? C'est de sortir de là? La peur, mais je saurais pas dire exactement de quoi. Je sais que je suis terrorisée à ce moment-là et que d'ailleurs, quand personne ne me répond, après j'hurle et ça je l'entends encore, mais je saurais pas dire exactement de quoi j'ai peur à ce moment-là. T'en parles dans ton livre aussi un petit peu. Est-ce que tu peux nous décrire les phases qu'il y a eu un petit peu pendant ce moment-là? Tu es passé par plusieurs phases. Est-ce que Oui. tu pourrais nous les décrire? J'alternais en fait. J'alternais entre des phases où j'étais très calme, où je me disais: «Ça va aller» et des phases où j'étais incontrôlable. Je pleurais, je criais et j'essayais de bouger, mais en fait, je me faisais plus mal qu'autre chose, parce que mon corps était complètement prisonnier de tous ces décombres. Heu, À un moment donné, tu dis, et ça, tu le comprends, tu dis que ton pied est coincé dans une fenêtre, etc. Ça, tu le comprends tout de suite ou pas? Que tu es ah non, pas coincé, du que tu tout, peux je pas. je le sais une fois que les secours sont arrivés. En fait, je me rends compte que j'ai très mal. Alors au début, aucune douleur, vraiment aucune douleur. Et je suis d'ailleurs même étonnée et ensuite au fur et à mesure, notamment quand j'essaie de bouger les jambes, je me rends compte que ma jambe droite me fait très mal, que mon pied gauche aussi et que d'ailleurs je sens, comme un liquide couler au niveau de mon pied. Mais je percute pas de j'ai aucune idée en fait de De ce qui l'ampleur, tu es sorti à quelle heure, toi, juste pour. je ne sais pas. Ah, tu vois, L'heure ok. exacte, je ne sais pas, je sais qu'ils m'ont trouvée, à peu près 3 heures après. Et tu dis dans ton livre à un moment donné que et je cite: «J'ai voulu mourir pour ne plus sentir la poussière, le froid, l'absence». Est-ce que tu te souviens justement de ces moments où tu avais vraiment envie de lâcher prise? Oui, oui, en fait, il y a un moment donné où j'avais plus de force, où j'arrivais plus à respirer et pour moi, en fait, ils étaient tous les 2 morts donc je j'avais pas de raison de continuer à me battre et en fait, à ce moment-là, oui, je me suis dit: «Il faut que ça s'arrête. De toute façon, ils me trouveront pas à temps et il faut que j'abrège mes souffrances, en fait». Est-ce que tu as eu toutes les réponses aussi 4 ans après, ou est-ce que tu vis encore avec des zones d'ombre et des questions, aujourd'hui que tu aurais encore par rapport à cette propre nuit? Non, j'ai eu toutes les réponses, je sais ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux en Hem, parler aujourd'hui ou peut-être, alors, parce que je sais c'est qu'il y a de toute il y a façon, toujours un procès en cours et il y a cetera. toujours un procès en cours, il y a des choses que je ne peux pas encore dire. Hem Mais c'est une explosion due au gaz de toute façon, heu, mais ça je l'ai compris très vite quand les pompiers m'ont trouvée. Au Dans début l'appartement donc qui était en dessous, c'est ça? l'appartement qui était au rez-de-chaussée. Et dans cet immeuble, il y avait, votre famille, Thibaut, Marceau et toi, Oui, et il y avait 2 autres personnes, c'est ça? au rez-de-chaussée. Tu as encore aujourd'hui ces zones d'ombre, ou pour toi, tu as quand même eu ces réponses, Non, j'ai eu toutes les réponses, mais même sans réponse, ça a été que des confirmations parce que je savais très bien ce qui s'était passé. tu l'expliques aussi mais dans ton livre très bien, tu dis qu'il y a ce cri de la vie, entre guillemets, ce cri, celui de ton fils, et notamment les pompiers que tu entends. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet instant oui, précis où qui te fait, parce que tu parles à un moment donné où tu as ce delta, où tu te sens, comme tu l'as très bien expliqué, où tu as envie de partir et puis il y a quelque chose qui te ramène là, et que là tu ressens toutes les douleurs. oui. Je me rends compte que je suis en train de partir, que d'un coup tout est léger, qu'il y a plus de douleur. Que je suis très apaisée, très sereine. Je pense à mes proches, je pense à mon père, qui était déjà décédé, et en fait, j'accepte. J'accepte que c'est le moment et que c'est comme ça et que je peux pas je peux plus lutter, en fait et en fait, à ce moment-là, d'un coup, je pense à mon fils et comme quoi c'est fou, c'est que les pompiers, exactement à ce moment précis, sont au-dessus. Je les sens au-dessus. Quand tu les sens de quelle manière? Ils Ils marchent t'éc au-dessus et en fait ça appuie sur moi et j'entends leurs pas, alors que je n'entendais rien depuis le début. Donc là, tu es revenu, Donc là, en fait, d'un coup, je reprends ma respiration et je me remets à crier très fort et les pompiers m'entendent et toi, tu les et moi, entends. je les entends et j'entends, la première phrase, d'un pompier, qui me dit, «On vous entend madame», Quelle est ta première phrase que tu leur dis, tu t'en rappelles? qui me font mal.
Oui. Tu as conscience que là, du coup, ton fils, J'ai conscience qu'ils savent où je suis, ils savent que je suis vivante et que désormais, ils vont tout faire pour me sortir de là. tu le dis dans ton livre, que ce cri-là a traversé les pierres, il a fondu la mort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait, quand tu dis, Bah, c'est plus le même cri, c'est plus le même cri que j'ai pu avoir, que j'ai pu avoir avant. Là, c'est vraiment le cri, de 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 l'espoir et du «venez me chercher» quoi. Je j'en peux plus, c'est «venez me chercher». est-ce que tu as une notion du temps, de combien de Non, temps ils mettent pour pas te du tout, pas du tout. Je sais qu'ils déblayent petit à petit, vraiment, minutieusement parce que tout menaçait de s'écrouler encore. Donc travail très minutieux, donc ils font doucement. Moi, je perds un peu patience et je leur fais comprendre. Je leur dis: «Mais dépêchez-vous». Enfin, j'arrivais plus à respirer, j'avais plus d'oxygène et je voyais le moment où ils étaient là, mais ils allaient jamais arriver à temps quand même. quand ce pompier te dit: «On vous entend madame», qu'est-ce que tu ressens vraiment à cet instant précis? Est-ce que c'est de la peur encore, du soulagement ou là, il y a ça quand même cette première forme de soulagement malgré ce drame? Première forme de soulagement, oui. Est-ce que là, tu savais déjà à ce moment-là que Thibaut ne répondrait plus? Ou tu n'avais pas du tout la Non, conscience encore puisqu'on ne t'avait pas du tout, je informé ne de savais pas du tout et de toute manière, j'étais la première personne à être retrouvée, à être localisée. Donc ils ont déblayé, ils ont commencé à me dégager, petit à petit en partant du bas du corps et en remontant jusqu'au moment où mon visage a été déblayé aussi en partie, parce que j'avais quand même, un bloc de béton qui appuyait sur ma tête et qui m'empêchait, de bouger. Mais, par rapport à Thibaut et à mon fils, je ne savais pas du tout. La première question, du pompier a été de me demander s'il y avait du monde avec moi et ce à quoi je lui ai répondu, instinctivement, qu'il y avait mon conjoint et mon fils, mais qu'ils étaient morts tous les 2. toi, tu en étais intimement convaincu à J'en ce moment? étais convaincue. Et quand ils te retrouvent, ils te font c'est le médecin, je crois, qui te fait une piqûre à un moment donné pour t'anesthésier? Oui, hein, quand ils se sont rendus compte que donc justement, moi, là, j'ai compris que c'était le gaz, puisque j'ai entendu les pompiers parler entre eux. Donc j'ai compris que c'était une explosion au gaz. Là, j'ai eu de nouveau très peur. Je ne m'en souviens pas, mais visiblement, j'alternais pareil entre des phases très calmes et des phases d'hystérie où je pleurais, Même à ce moment-là? même à ce moment-là. Mais ça, je ne m'en rappelle pas. À ce moment-là, en fait, tu te rappelles de quasiment rien? Je m'en rappelle, mais je n'ai pas conscience d'avoir eu des moments où je devenais incontrôlable. Et c'est là où je te parle de ce cri notamment où tu dis, à un moment donné dans ton livre: «Je sais que maintenant ils savent, j'ai entendu mon fils» et toi tu Oui, t'endors. Est-ce que tu peux parler oui. de ce moment-là? Oui, en fait, les pompiers, donc se rendent compte que ma jambe droite est très abîmée, que mon pied gauche est encastré dans une fenêtre et qu'il va falloir scier la fenêtre et en fait, à ce moment-là, ils ont bien conscience que pour moi, c'est trop et que ça va être trop douloureux, que ça va être trop compliqué et qu'il va falloir m'endormir et donc à ce moment-là, j'ai un médecin du SAMU qui s'approche de moi et qui m'explique qu'il va me faire une piqûre et qu'il va m'endormir pour pouvoir m'extraire, heu, le moins violemment, possible et à ce moment-là, en fait, j'entends, je alors ça, c'est pareil parce que c'est très flou pour moi et je m'en rappelle, mais en même temps, ça me paraît très loin, et c'est surtout les pompiers qui m'ont expliqué que j'entends mon fils pleurer et qu'en fait, c'est ma dernière parole. Je leur dis, «J'ai entendu mon fils, je vous en supplie, sauvez-le» Que lui et qu'eux n'avaient pas et peut-être qu'eux n'avaient pas entendu et en fait, apparemment, je m'endors, ils font silence et ils entendent effectivement mon fils, pleurer. à ce Moi, moment-là, toi tu te réveilles. l'extraction, je j'ai pas du tout j'ai pas d'image, j'ai pas de souvenir, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. J'étais endormie et moi, mon premier réveil, ça a été dans l'ambulance du SAMU. Je me suis réveillée une première fois dans l'ambulance du SAMU. Qu'est-ce que tu leur dis à ce moment-là? Je parle pas. Ils voient que j'ouvre les yeux, ils me demandent si ça va. Je réponds: «Oui», mais je suis même pas sûre d'avoir répondu, je sais pas et la première chose, la 1re pensée que j'ai, c'est, «C'était pas un cauchemar». Tu étais encore dans cette notion où tu savais pas encore si c'était,
Bah, là, enfin, un j'ai pris cauchemar? enfin, Là, tu as là, en pleinement fait, pris à con ce moment-là, je me suis dit: «Bah, c'était pas un cauchemar, c'était bien réel». Donc en fait, à peine je me réveille, j'ai déjà la lucidité de me dire: «Bah, non, ça s'est vraiment passé». tu écris: «J'étais vivante et c'était, insupportable». Tu Mmh. martyrises cette phrase-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ressentais à ce moment-là une forme de culpabilité d'être toi en vie? Beh, non, là, c'était pas de la culpabilité parce que je ne savais pas, genre, je ne savais pas encore. J'avais très peu d'espoir, mais j'en avais quand même un petit peu. C'est-à-dire que j'étais allongée, je voyais des brancards passer, et en fait, j'avais cet espoir à un moment donné de voir Thibaut passer avec mon fils. J'y croyais sans y croire, en fait. On t'a Et là où c'était insupportable, c'était par rapport aux souvenirs. Bon, ça venait de se produire, mais par rapport aux souvenirs, par rapport, aux images, par rapport aux douleurs physiques, parce que là, du coup, tout s'était réveillé, c'est où que tu avais mal? partout. C'est quoi exactement tes enfin, tu J'avais t'es mal partout, j'avais mon corps entier qui me faisait mal. Après, bon, plus particulièrement les jambes quand même. tu as eu un trauma crânien? Tu as eu, J'ai eu un léger trauma crânien, dû, du coup à ce bloc, de béton en fait qui était coincé, au niveau de ma tête, qui appuyait sur ma tête. Après aucune blessure, grave en soi, aucune blessure vitale. J'avais des choses de cassées, donc la cheville, la clavicule, l'omoplate, les côtes, mais voilà, rien de grave. Je me doute bien qu'à ce moment-là, du coup, tu n'as pas pu voir, l'extraction de Marceau, et comment ça s'est passé. Je crois qu'après, et tu en parles aussi dans ton livre, tu rencontres notamment les pompiers, tu as une rencontre avec les pompiers, les sapeurs-pompiers donc de Sanary, c'est bien ça? En fait, il y a un peu des pompiers de partout qui sont venus, ceux qui pouvaient en fait venir, mais la rencontre s'est fait, à la caserne de Sanary. Combien de temps après ça s'est fait, hein? Il me semble 2 mois et quelques après, à peu près, De environ 2 mois. et donc qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu vois quand tu vois ces pompiers? Qu'est-ce qu'ils te racontent? Est-ce qu'eux-mêmes te racontent aussi leur point de vue de l'intervention? Parce que c'est ça qui est important aussi à savoir. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Tu me disais tout à l'heure justement que, tu es la seule en fait adulte, rescapée. Donc, Oui, ça on en parlera aussi tout à l'heure. Marceau lui avait 9 mois. oui. Donc à 9 mois peut-être, et ça on en discutera, mais il y a peut-être des choses qui se réveilleront aussi, plus tard. Mais Heu, tu es la seule adulte qui peut mettre des mots sur ce qui s'est passé. Oui. Heu, qu'est-ce qu'ils te disent les pompiers? Comment ça s'est passé, l'extraction de Marceau en elle-même? Alors il me raconte que, suite, moi à mon extraction et en fait à la phrase que j'ai prononcée avant de m'endormir, comme quoi je l'entendais, donc ils ont fait silence et qu'en effet ils l'ont entendu et en fait, exactement à ce moment-là, il y a un pompier, des Bouches-du-Rhône qui est arrivé avec son chien, et qu'en fait, de suite, il a lâché le chien, que le chien a marqué un endroit précis, très rapidement et qu'il s'avère que mon fils était bien à ce niveau-là, en dessous, mais que ça avait été très compliqué et qu'il avait fallu, en gros, creuser, comme une galerie pour aller le récupérer, pour prendre aucun risque. Parce qu'encore une fois, c'était un travail très minutieux et il fallait surtout pas que les choses s'effondrent à nouveau. Donc en fait, ils ont creusé une galerie, ils ont mis, je crois, à peu près 1 heure avant de l'atteindre. Et de se rendre compte que, donc mon fils était toujours dans son berceau, avec son papa, au-dessus de lui. Toi, tu étais déjà à l'hôpital à ce moment-là? Moi, Enfin, ou tu étais dans l'ambulance? j'étais en route pour l'hôpital où je venais d'arriver à l'hôpital. Et les pom J'étais déjà plus sur les lieux. qu'est-ce qu'ils t'ont, est-ce que tu te rappelles les mots des pompiers à ce moment-là? Qu'est-ce que, ils ont trouvé d'abord Thibaut? Ils ont trouvé, d'abord, Marceau, tu sais ça? Alors apparemment, quand moi, ils m'ont trouvée, ils sont tombés à un moment donné en déblayant sur, la main de Thibaut, et ils ont de suite mis, en fait, un capteur au niveau de son doigt pour voir si, s'il y avait toujours quelque chose et en fait, apparemment, déjà à ce moment-là, il y avait déjà plus rien Et après ils ont retrouvé Marceau et qui après donc était ils ont et retrouvé Marceau Marceau était à 9 mois, il était dans son enfin, il était dans son lit à dans ce son moment? berceau, Dans son oui. berceau? Et il était lui dans une, est-ce que tu le sais? Enfin dans une sorte de comme tu me dis, une sorte de galerie, c'est ça? Entouré, Oui, oui, une sorte de poche en fait, qui s'était formée, avec les différents débris, mais son avec voilà, avec son vraiment son papa en fait qui était vraiment en protection au-dessus de lui.
Il y a une photo d'ailleurs touchante, je crois, qui n'est jamais parue encore, où ils sortent justement Marceau et Oui. qu'on on le voit pleurer, on voit le pompier et sortir Oui. Marceau aussi. Est-ce que tu le sais si les pompiers te disaient, il pleurait Marceau à ce moment-là? Est-ce que lui il était très calme? Est-ce qu'il était Alors en fait, quand ils l'entendaient sous les décombres, pareil, il alternait entre des phases où il pleurait, donc pour eux, c'était rassurant parce qu'ils savaient qu'il était en vie, et des phases où ils l'entendaient plus. Et là, en fait, ils m'ont expliqué que pour eux, c'était terrible parce que du coup, ils savaient pas si du coup, c'était parce que c'était fini ou si c'était juste parce qu'il s'était calmé. Et j'ai une vidéo où on voit mon fils sortir, où il pleure pas en fait. Il est calme, il est très calme. Au moment de la photo, oui, il pleure un peu, mais je pense que c'est surtout de l'incompréhension plus que tu sais à quelle heure ils l'ont, enfin combien de temps il est resté lui sous les décombres, Marceau? environ une heure et demie de plus que moi. Oui, donc presque 5 à 6 Oui, heures, parce que toi tu m'avais dit que c'était à peu près 4 heures, oui, donc presque 5 à 6 heures oui. sous les décombres. Mmh. Je pense qu'on se rend, je connais, et je peux te dire pour avoir parlé avec certains, euh, la difficulté d'une telle intervention, parce que même pour les pompiers qui se projettent à chaque fois quand il y a qu'il y a un tel drame, donc je pense qu'ils sont passés par plusieurs phases, et ça serait intéressant aussi de les entendre aussi sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu te dire? Toi, tu as pu rencontrer celles et ceux aussi, enfin celles et ceux Bah, j'en ai rencontré une partie qui étaient après, vraiment là sur c'était le. ma demande. C'est moi qui ai C'était important pour contacté. toi? C'était important pour moi de mettre des visages, de mettre des noms et de pouvoir les remercier, en fait. J'avais vraiment ce besoin, en fait, de leur dire merci, même si pour eux, c'est leur travail, hein, mais pour moi, c'était très important. Et et même eux, quand ils en parlent, quand ils m'en ont parlé ou même quand ils m'ont rencontrée, donc quelques semaines après avec Marceau, on voyait que c'était pas une opération, qui pour eux n'était pas anodine non plus. Tu les as sentis profondément émus par Oui, cette intervention et profondément marqués? oui. Comment ça se passe quand tu arrives à l'hôpital? Quand j'arrive à l'hôpital, je vis quelque chose de très étrange dans un premier temps. C'est-à-dire qu'au moment où ils me sortent de l'ambulance, où je suis sur le brancard, je pense qu'à ce moment-là, je fais un peu ce qu'on appelle une sortie de corps, où en fait, je me vois me détacher complètement et je vois la scène en tant que spectatrice. Donc je me vois allongée en fait sur le brancard avec tout le monde qui court autour. Vraiment cette sensation de panique en fait, et je sais qu'à ce moment-là, ils m'emmènent, faire un scanner, complet pour voir justement, s'il y a pas de lésion interne. Et par contre, là où je me réveille pleinement, c'est, en salle de déchocage. Là, tu prends conscience, une nouvelle fois que justement, comme tu disais tout à l'heure, que là, tu es plus dans un rêve et que c'est Oui, vraiment. oui, mais je suis dans le flou. Tu ressens les C'est-à-dire douleurs à ce que je moment-là? non, non. J'ai l'impression à ce moment-là d'être complètement anesthésiée, je ne ressens rien, que ce soit émotionnellement ou physiquement, je ne ressens rien. Je me revois allongée, en fait, avec les médecins autour de moi qui essayent de me nettoyer, qui regardent mes plaies, qui regardent mes blessures et cetera, et moi je me revois le regard dans le vide, en fait, complètement, sonnée. Là, est-ce que tu le comprends que ton fils est encore en vie, mais pas Thibaut? Comment ça Alors se passe moi, à ce je moment-là? ne le sais pas et j'ai toujours cet espoir donc de les voir arriver. Et en fait, à un moment donné, il y a un médecin qui rentre dans la salle de déchocage, qui vient se mettre à côté de moi et il me dit: «Madame», il me dit, «On a retrouvé votre fils». Il me dit simplement ça et de suite, il enchaîne parce qu'il voit que je panique un peu. Il me dit: «Il va bien». Et là, en fait, je me souviens le regarder et presque agressivement lui dire: «C'est pas possible, Tu croyais pas? pas du tout. Pour moi, c'était pas possible». Donc quand il me dit ça, je le regarde, je lui dis: «Non», je lui dis: C'est pas possible». Et donc il me dit: «Si madame, je vous assure, votre fils va bien, il a été emmené, à l'hôpital aussi, mais pas dans le même que moi. Il a été emmené à la Timone, lui à Marseille, moi j'étais à Toulon». Tu sais Et à ce moment-là les blessures que lui peut avoir ou. alors je sais que non, il me dit qu'il va bien, mais je ne sais pas s'il y a quand même, des blessures ou pas du tout, et j'apprendrai après que finalement il n'avait strictement rien.
Et toi, ta seule envie à ce moment-là, c'est de t'enfuir de l'hôpital? C'est quoi ton ressenti à ce moment Non, précis? à ce moment précis, c'est vraiment j'ai un regain d'espoir, en fait, en me disant: «Bon, bah, si moi j'ai survécu, si mon fils a survécu, Thibaut aussi a dû survivre. Comment Ça tu peut pas être autrement». comment tu l'apprends qu'il n'a pas Et en survécu? fait, suite à ça, je le regarde, le médecin, et je lui pose la question, je lui dis: «Et Thibaut?» Et en fait, je comprends dans ses yeux que, bah, que c'est pas le cas. Il y a eu un silence, en fait, où je pense qu'il savait pas trop comment me dire les choses, et en fait, sa seule phrase, ça a été: «Bah, il a sauvé votre fils». Et c'est là Et où là, tu j'ai compris. as J'ai hurlé. trouvé la force encore de J'ai hurler à ce hurlé, moment-là? ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a amené ton fils à ce moment-là? Non, Comment? mon fils, donc il était à Marseille. J'ai passé, une partie de la journée, donc, en salle de déchocage. Hem, une fois que, voilà, qu'ils m'avaient fait les soins, qu'ils étaient sûrs qu'il y avait pas de problèmes, vitaux, ils m'ont mis en chambre en traumatologie, où je suis restée, en fait, toute la journée. Mais en fait, cette journée-là, mis à part, ce début où on me dit que Marceau va bien, où on me dit que Thibaut est parti, l'après, je m'en souviens pas, je me souviens pas trop de cette journée. C'est le soir, en fait, où d'un coup je me souviens. De quoi tu te souviens? Quand on me dit que mon fils va être, rapatrié, en fait, Avec toi? de Marseille, à Toulon. Au moment où on t'annonce justement que ton fils est en vie et que Thibaut n'a pas survécu, qu'est-ce que tu comprends à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, dorénavant, c'est quoi ta première réaction? Est-ce que tu te dis que dorénavant ta vie va complètement Que ma changer, vie, enfin, est foutue? oui, C'est le premier oui, sentiment qui te vient? même s'il y avait encore mon fils. Et là, ce sentiment-là, est-ce qu'il s'est transformé, après quand tu as vu ton fils pour la première fois, à l'hôpital? Tu dis notamment dans ton livre, et je reviens sur ça, tu dis: «Ses yeux m'ont sauvé une deuxième fois», comme si tu avais été sauvé justement une deuxième fois quand tu as croisé le regard de ton fils aussi, Oui. tu te souviens de ce Oui, parce regard-là? que je me rappelle de cet instant, en fait, où, on m'annonce qu'il est arrivé en service pédiatrie, et je demande à aller le voir. Donc on me dit: «Bien sûr, pas de problème». On me met sur une chaise et on m'emmène en pédiatrie, et en fait, je revois la porte s'ouvrir et je revois mon fils très calme à ce moment-là, et en fait, quand on se voit, quand nos regards se croisent, en fait, de suite, bah, on s'est mis à pleurer tous les 2. Ton Comme fi si on prenait conscience tous les 2 qu'à ce moment-là, on s'était retrouvés. Est-ce que tu arrives quand même dans ce moment-là, à ressentir un peu de joie, même infime, malgré ce drame? Non, pas du tout. Là, c'est que de la tu éprouves quoi? Tu éprouves, de la colère, de la tristesse? C'est quoi? C'est Je suis ton perdue, en fait. Je suis perdue parce que je me dis que dorénavant, ma vie, elle sera plus jamais la même, que je ne sais pas comment je vais faire pour gérer la situation, et je suis perdue, je me sens démunie, je me sens, mise à nu, j'ai plus aucun effet personnel, heu, plus de logement, plus rien. On en a parlé aussi dans la préparation de ce podcast, où tu m'as dit, et on fera un focus aussi notamment sur cette photo où c'est une des seules photos que tu as pu récupérer dans les Oui, décombres j'ai récupéré, de Thibaut, oui, De Marceau oui. et de toi. Hem, Est-ce que tu y as pensé, c'est un moment, que même le même les souvenirs étaient partis, en fait, Oui, avec tout ça? oui. Ça a été une difficulté Ça a aussi, été très dur parce que je me suis dit: «En fait, il me reste plus rien de ma vie, de ma vie avec eux 2, il me reste plus rien». au moment de l'explosion de l'immeuble, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immeuble, il est entre 2 autres immeubles. Oui. Et le souffle de l'explosion a aussi fragilisé toute la parcelle Mmh. derrière. Donc l'ensemble des souvenirs qui étaient, notamment dans ton appartement et cetera, est-ce que tu as pu à un moment donné, tu as demandé à retrouver quelque chose et cetera? Ou est-ce que tu savais que tu pouvais rien Alors récupérer? moi, j'ai rien J'ai demandé du tout. Je pensais qu'il y aurait rien de toute façon, qu'il y aurait rien de retrouvé, et en fait, j'ai appris quelques semaines après que les pompiers, en fait, en déblayant, ont essayé, de faire des tas. Il y a un hangar, en fait, qui a été loué, pour entreposer,
et ils ont essayé de faire des tables par appartement, avec des choses qu'ils avaient pu retrouver et en fait, en effet, j'ai pu retrouver, en fait, finalement beaucoup de choses. Tu pu retrouver des choses de Thibaut, de Des photos, des lettres, des photos de ma grossesse, mon test de grossesse, des choses folles qu'on s'imagine pas retrouver dans tout ce et qui au final, c'est un peu ce que tu disais, qui peut paraître des petites choses qui peuvent paraître lambda un petit peu avant et qui aujourd'hui ont pris une dimension complètement différente. Je oui, pense qu'aujourd'hui, tu les stockes de manière, c'est gardé très c'est précieusement. voilà, c'est gardé très Oui, précieusement. Et je crois que tu parles même aussi à un moment donné dans le livre, euh, parce que c'est arrivé, faut quand même le préciser, près de Noël. Donc oui, je crois que tu parles enfin tu parles des cadeaux. des cadeaux. J'avais tout préparé, j'avais tous les cadeaux en fait, qui étaient prêts, qui étaient emballés, pour tout le monde, pour, mon fils, pour mon conjoint, pour tout le monde et en fait, ils ont retrouvé les cadeaux, quasiment tous intacts, encore emballés, papier pas déchiré, enfin et en fait, j'ai tout récupéré et j'ai récupéré les cadeaux qui étaient destinés du coup, à Thibaut et que j'ai ouverts moi seule, le lendemain de Noël, je crois. Je me suis isolée et en fait, je les ai ouverts moi. Est-ce que tu as été entouré aussi par tes amis, je sais que tu avais perdu ton papa aussi un petit peu avant, Oui, tu avais ta maman à cette oui, époque-là oui. que tu as perdu aujourd'hui. Comment ça s'est passé ce premier Noël après ce drame? Bah, Parce que j'étais pas seule, j'étais avec, ma maman, j'étais avec la famille de Thibaut. Voilà, on était vous avez été tous ensemble. enfin vous êtes et vous avez été extrêmement soudés à ce moment-là. Je vivais sous leur toit, ils m'ont hébergée pendant quasiment 1 an et demi. Hem Et heureusement parce que j'aurais été incapable de me retrouver complètement seule, immédiatement. C'était pas envisageable. Quand tu te réveilles à l'hôpital, justement, donc tu réalises un petit peu ce qui s'est passé, tu vois Marceau, tu apprends la vérité sur Thibaut et tu vois aussi ton corps marqué par tout ça. Euh, est-ce que aussi tu prends conscience du moment, euh, notamment de tes blessures, parce que tu écris dans ton livre, et là je cite, je sentais encore la poussière sur ma peau, les coupures sur mes bras, comme si le drame ne voulait pas me quitter. On- C'était important pour toi à ce moment-là de regarder tes blessures ou ces C'était pas du blessures-là. tout ma priorité, j'avais mal mais j'occultais complètement en fait et pour moi c'était pas du tout important. Donc clavicule omoplate à droite qui était cassée, les 2 pieds qui étaient quand même pas mal amochés. Des côtes à gauche, donc oui, j'avais mal et chaque mouvement me faisait mal et me rappelait l'accident. Mais pour autant, je pour moi, c'était pas important, en fait. 4 ans après aujourd'hui, et je sais qu'on en a un petit peu parlé, est-ce qu'il y a encore des blessures physiques ou invisibles qui te rappellent justement chaque jour cette nuit? Oui, oui. J'ai notamment, au niveau de la cheville droite, en fait, qui me fait souffrir, bah, quasiment tous les jours, avec des périodes où ça va me faire un peu plus mal, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais oui, ça me poursuit. Est-ce qu'il y a des périodes beaucoup plus compliquées que d'autres? Oui, bah, clairement là, la période avant, environ, 1 mois avant, enfin, en fait, à partir de début novembre où ça commence à être compliqué, où je sens les angoisses revenir, les cauchemars, heu, des flashs de choses qui me reviennent. Alors, même des choses que j'avais, heu, que j'avais oubliées et qui me reviennent sans prévenir, en fait, Au fur et à mesure? au fur et à mesure, oui. C'est pas forcément les mêmes tout le temps, tu vas avoir des choses qui te Non, reviennent des fois, il y a même encore des choses nouvelles. Que plus. mon cerveau, en fait, non, là, j'ai pas d'exemple comme ça, mais que mon cerveau je pense qu'en fait, quand il y a un gros choc, émotionnel et ça, c'est ma psychiatre qui me l'a beaucoup expliqué. Quand il y a un gros choc émotionnel, et traumatisant, le cerveau se protège, en fait et occulte certaines choses. Mais ça peut revenir, en fait, à n'importe quel moment après. Comment tu as appris à gérer aussi ce genre de moment? Est-ce que tu arrives à mieux les gérer un petit peu aujourd'hui, 4 ans après, au cas Oui, où? le temps fait les choses, le temps a apaisé quand même, même le traumatisme, mais ça reste encore très compliqué et notamment en cette période.
Donc tu parlais tout à l'heure de justement de ce dernier souvenir, un de ces derniers souvenirs avec le feu d'artifice, Oui. etc. Et on en avait parlé notamment lors de la préparation de ce podcast où tu me disais que tu avais encore peur de regarder des feux d'artifice, ces bruits. C'est quelque chose qui J'ai te... beaucoup de mal avec ces bruits forts, sourds, parce que en fait, ça me ramène, de suite, au bruit de l'explosion, en fait. Hem, mais j'ai réussi. J'ai réussi à franchir ce cap. Ça a été long, mais j'ai réussi à franchir ce cap d'y retourner, de regarder un feu d'artifice, au plus près, au même endroit, sur le port de Sanary. Justement sur cette phase de deuil que tu as pu aussi traverser. Euh, Ça a été quoi justement l'après? L'après, quand tu as commencé un petit peu à en parler, mais l'après-hôpital, l'après, cette phase de deuil d'une séparation qu'on n'a pas choisie, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été très, très compliqué. Je suis passée par plusieurs phases, une phase de colère, immense, où en fait, je me disais: «Pourquoi moi? Pourquoi nous?» Pourquoi lui, mon fils? Pourquoi il devrait être privé de son papa? Pourquoi Thibaut, enfin, voilà, ça une grosse partie, de colère, très forte. Hem, mais l'après, enfin, juste après l'hôpital, hem, j'ai eu un lourd traitement, psychologique, avec un suivi très, très rapproché. Ça a été, Pendant combien de temps ça? alors je saurais pas dire exactement, mais au tout début, j'avais quand même 3 médicaments différents, donc des antidépresseurs, des anxiolytiques et un neuroleptique, pour en fait déconnecter le cerveau. Tu as loupé aussi certaines choses avec ton fils. Oui, ça m'a éloignée de moi. En fait, cet accident nous a éloignés par la force des choses, parce que dans un premier temps, physiquement, je n'étais pas en mesure de m'occuper de lui, étant en fauteuil, ayant des fractures. Lui, 9 mois, donc il ne marchait pas. Je pouvais pas le porter, je pouvais pas le prendre dans mes bras. Ça a été très compliqué et du coup, c'est vrai qu'on s'est éloignés. Parce que pour Heu, expliquer, et pour expliquer un petit peu à tout le monde, c'est que tu étais logé dans une dépendance oui, chez tes beaux-parents. oui, oui, Juste à côté, où donc tu avais oui, ton petit appartement où et Marceau était avec et tes Marceau beaux-parents. était avec eux parce que je n'étais pas en mesure, de m'occuper de lui. Donc il était avec eux et heureusement et il était très bien, et il allait très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, du coup, mon rôle de mère, hem, de cette vie d'avant, en fait, s'est arrêté net, dans l'accident aussi. Tu écris à un moment donné que justement que tu pouvais plus te permettre de t'effondrer une seconde fois, que tu étais sa seule colonne à Marceau. Comment on porte tout ça quand on a été justement aussi brisé Alors ça, soi-même c'est venu après, hein, après? parce que dans un premier temps, et d'ailleurs je le dis, c'est que même de voir mon fils, c'était pas suffisant. C'est terrible à dire, mais c'était pas suffisant pour que je me sente mieux et pour retrouver de l'espoir, en fait. C'était quoi ta préoccupation par rapport à tout ça? C'était le fait que il allait te poser des questions un jour, qu'il allait aussi grandir sans papa? C'était quoi cette difficulté que tu avais en toi? Au début, je ne me posais même pas la question, je cherchais seulement comment survivre, en fait. Au début, j'étais vraiment dans cette phase où clairement je voulais mourir parce que pour moi, bah, j'avais 30 ans, je venais d'avoir 30 ans et pour moi, ma vie était finie. Tu as eu ce moment justement sous les décombres où tu dis que tu à un moment donné voulu te laisser aussi partir. Oui, Tu l'as ressenti encore après dans cette phase de deuil et dans oui, cette phase de reconstruction? oui. Où la douleur, en fait, était telle que La douleur, mais quand tu dis la douleur, c'est la la douleur. douleur psychologique, du traumatisme de la perte de l'homme que j'aimais, de devoir, me retrouver, à élever un enfant seul. Pour moi, ça, c'était trop et c'était pas surmontable. Tu ressens encore aujourd'hui sa présence quotidiennement à Thibaut? Est-ce que Oui, tu m'avais parlé de certains signes, oui. est-ce que tu as des exemples de ça aujourd'hui ou qui t'est arrivé ou qui ont pu t'arriver? Ah, ça m'est arrivé très souvent et ça m'arrive encore et c'est fou parce que c'est des choses auxquelles je ne croyais pas forcément avant,
J'étais pas du tout, tournée sur tout ce qui était spiritualité, tout ça, je m'y intéressais absolument pas et en fait, suite à son départ, je me suis rendue compte que alors très souvent, il va se manifester, ça va être, des cœurs, sous toutes ses formes. Donc ça peut être, dessiné sur un tapis, ça peut être, dans le café, ça peut être une feuille, ça n'importe, mais toujours des cœurs. Je l'avais vu notamment dans une de tes stories. Tu l'expliques à Marceau? Alors je lui dis pas que ces signes-là, c'est son papa qui les envoie, mais c'est vrai que quand, il verbalise le fait qu'il aimerait bien voir son papa, parce que c'est déjà arrivé qu'il me le verbalise, hein, qu'il a envie de voir son papa et tout ça, je lui dis que son papa le voit, que son papa est là et qu'il l'entend, qu'il peut lui parler autant qu'il veut et qu'il nous a pas abandonnés. Tu écris notamment aussi dans ton livre, j'ai longtemps cru que survivre, c'était trahir. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était faux? Alors pendant très longtemps, c'est vrai que je culpabilisais en fait de moi d'être en vie, heu et pas lui et en plus de ne plus avoir envie de vivre et bah, ça s'appelle le syndrome du survivant, hein. C'est voilà, c'est très courant, c'est normal, c'est une réaction normale. Hem et en fait, à un moment donné, je pense que j'ai eu le déclic. Je saurais pas dire quand exactement, finalement pas très longtemps après l'accident, où j'ai vraiment eu le déclic de me dire, «Mais attends, toi tu as la chance d'être en vie, lui non, alors vis pour lui». Alors aujourd'hui, mon objectif en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Mon objectif aujourd'hui, c'est qu'il soit fier». C'est qu'il se dise: «Beh, j'ai bien fait de la choisir elle, pour être la mère de mon fils» et heu et voilà, mon objectif c'était vraiment ça en fait, c'était: «Il faut que je le rende fier». Et aujourd'hui, tu estimes que tu es en train de le rendre fier après tout ce que Oui, tu je as. pense. Et c'est une question importante, tu t'es pardonné aujourd'hui d'avoir survécu? Je sais pas. Oui, je pense, mais il y a quand même encore des moments où je me pose cette question, où je me dis: «Pourquoi moi j'ai encore cette chance d'être là?» parce qu'aujourd'hui j'estime que c'est une chance. Au début c'était un fardeau, aujourd'hui c'est une chance et pourquoi lui non, en fait? J'ai beaucoup de mal encore avec ça. Marceau, il avait, donc je lui dis, il avait presque 9 mois, ou il avait Il 9 avait mois. 9 mois, il venait d'avoir 9 mois. Que tu crois qu'il a ressenti ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai Je qu'il y a peut-être des pense choses qu'il qui y a sont. pas de souvenir à proprement parler parce qu'il était trop petit et heureusement, la chance, entre guillemets qu'on a eue, c'est qu'il était petit et que le traumatisme forcément n'est pas le même que s'il avait eu, l'âge qu'il a aujourd'hui, par exemple. Mais je reste persuadée que de toute manière, chaque traumatisme laisse une empreinte émotionnelle et qu'à un moment donné, oui, ça va ressortir. Il t'a aidé à te reconstruire, Marceau? Complètement, c'est grâce à lui. S'il avait pas survécu, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas là pour en parler. Je pense que tu aurais mis fin à tes jours. Est-ce que Oui, tu je as eu des pense. idées? Oui. Est-ce que tu as peur du jour où il te demandera justement aussi, peut-être qu'il a déjà commencé, où il y a peut-être des questions déjà sur ce qui s'est réellement passé et pourquoi son papa n'est plus là? Est-ce qu'il commence à le matérialiser aujourd'hui, Il 4 ans commence à le après? matérialiser, mais ce qui est fou, c'est que sans même lui en parler, il le sait. Tu en as déjà parlé? Il m'en a déjà parlé, il y a très peu de temps. De quelle manière? Est-ce que tu... En me disant, en me demandant en fait de quoi son papa était mort. Donc j'ai pas parlé, de l'explosion, de tout ça, parce que je trouve que c'est très violent. Je lui ai simplement dit qu'on avait eu un accident en fait, là où on habitait et de lui-même, il m'a dit, «Ah oui, ça a explosé». Tu redoutais ce moment, mettre des mots sur ce qui Oui, s'était vraiment passé? je redoutais et finalement, ça s'est bien passé dans le sens où c'est vrai que depuis le début, je n'ai aucun tabou avec lui de parler de ça. J'ai toujours dit que je répondrais à chacune de ses questions. Je veux pas qu'il y ait de mensonges, je veux pas qu'il y ait de choses cachées. Je pense que c'est important pour lui, pour sa construction, de tout savoir et en fait, depuis le début, les questions, je pense, arrivent à chaque fois au bon moment, au moment où lui, il est prêt, mais au moment où moi aussi, je suis prête à y répondre. Comment tu l'évoques avec lui, ces moments-là? Tu lui parles enfin, de son papa dès qu'il en a besoin. C'est aussi pour toi une forme de libération, lui aussi, parce que je crois que tu me disais notamment qu'il en parlait avec
presque tout le temps avec le sourire quand il Oui, parle de son papa et ça oui. pour toi c'est important Pour moi, qu'il c'est garde important parce que c'est continuer à le faire vivre aussi. Et pour moi, il est important que mon fils sache que il a un papa, alors qui certes n'est plus là, mais qu'il a un papa, que qu'il l'a aimé de toutes ses forces et surtout qu'il nous a pas abandonnés, en fait. c'est quoi la plus belle chose qui t'ait dite, Marceau? Est-ce qu'il y a peut-être une phrase qui te revient en tête, qui t'est dite peut-être par rapport aussi à son papa? Parce que toi, tu l'as connu, mais lui, à 9 mois, c'est aussi, ça va être aussi toute peut-être la difficulté dans laquelle tu es et dans la reconstruction que tu vas être, c'est de parler de lui avec des souvenirs et de lui raconter aussi comment était son papa. Et Oui, toi, tu le sens aujourd'hui comme une responsabilité, ça, de lui transmettre tout ça? pas une responsabilité parce qu'en fait, les choses se font naturellement. On en parle, ça vient, en fait, dans la discussion quand on fait quelque chose. Si ça me fait penser à son papa à ce moment-là, beh, je vais simplement lui dire. Pour moi, la plus belle chose, c'est surtout de voir que mon fils avait 9 mois quand ça s'est passé. Aujourd'hui, n'importe quelle photo de son papa qu'il peut voir, il le reconnaît de suite. Quelle a été la difficulté dans cette reconstruction depuis 4 ans? C'est-à-dire que tu as forcément été papa et maman à la fois. Mmh. Ça a été quoi la plus lourde tâche et la plus lourde difficulté Bah, de par concilier la vie de maman et moi, ma vie de femme, qui doit se reconstruire. Tu l'as mis entre parenthèses pendant des années, cette vie de femme? Ma vie de femme, oui, par contre ma reconstruction, non. Et ça a été vraiment ça le plus compliqué pour moi, c'est de concilier cette reconstruction qui est nécessaire, qui a été nécessaire autant pour moi que pour lui, et en même temps, ma vie de maman où je me dois d'être à 100 disponible pour lui. Tu parles dans ton livre, tu dis une phrase assez importante où tu dis: «Je suis né 2 fois». Heu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Beh, le parce qu'en fait, il y a vraiment une transition entre la femme que je pouvais être avant et la mère et la femme et la mère que je suis, maintenant. J'ai vraiment l'impression, d'être toujours moi, ça oui, mais qu'il y a eu vraiment une bascule, en fait. Il a été, où ce moment de bascule pour toi? Est-ce que c'est quand la deuxième fois où tu t'es dit: «Là, je suis en train de renaître»? Ah, c'était quand même, bien 2 ans après l'accident. Toi Il a fallu quand même, un certain temps. et tu, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un moment où la première fois où tu t'es dit, «Là, je suis en train de revivre et j'ai envie justement de revivre à la Quand fois pour lui, à la fois pour Marceau»? quand j'ai pris la décision du coup, de donc à peu près 1 an après, j'ai en janvier 2023, j'ai fait ma demande, en fait, pour avoir un logement et donc là, vraiment, ça a été une grosse étape parce que c'était à nouveau, du coup, vivre, bah, c'était vivre seule. C'était vraiment le début d'une nouvelle vie. Vivre seule avec mon fils. Tu as acheté une maison Oui, aussi récemment, oui, donc c'est un projet aussi que vous aviez, oui. avec Thibaut. Ça a été quoi ton ressenti quand tu as signé, cette maison-là, ce petit havre de paix que tu peux avoir sur, Sifour, je crois, c'est ça? Sur Mmh. Sifour, oui. Alors, un mélange de en fait, c'est assez paradoxal parce qu'à la fois, j'ai été très heureuse d'avoir trouvé une maison, de signer le compromis et à la fois, ça a fait revenir en moi des angoisses, parce que l'accident a eu lieu justement entre la signature du compromis et la signature définitive. Est-ce que tu t'autorises aujourd'hui à être, à nouveau à être heureuse? Oui. À être heureuse, à peut-être aimer aussi un jour à nouveau? Oui, je suis passée par plusieurs phases où au début, quand on me disait: «Mais tu es jeune, tu vas refaire ta vie, tu vas aimer à nouveau, tu vas être heureuse à nouveau, différemment». Pour moi, c'était inconcevable. Pour moi, c'était le trahir, c'était pas possible et au fur et à mesure du temps, et ça fait environ, 1 an à peu près, où vraiment j'ai conscience que, m'autoriser à vivre, à aimer, à être heureuse, c'est pas le trahir, c'est pas le tromper. Tu disais même que c'était une de ses volontés? Oui, bizarrement quelque temps avant l'accident, il a eu des mots, qui sur le moment m'ont un peu, brusquée parce que je m'y attendais pas. C'est arrivé, comme ça, où, il m'a regardée et il m'a dit: «Mais tu sais, si un jour il m'arrive quoi que ce soit, je veux surtout pas que tu restes seule, je veux que tu puisses être heureuse à nouveau». Au bout de combien de temps tu t'es sentie prête, par rapport à tout ça? Bah, ça fait seulement 1 an, donc au bout de 3 ans.
Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à te reconstruire? C'est Marceau C'est ou Marceau et c'est toi-même? de voir aussi que, malgré tout, malgré toutes les difficultés, la vie continue. Qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je pouvais à nouveau ressentir des moments de joie. Je pouvais à nouveau me sentir bien et tout ça mis bout à bout, en fait, j'ai commencé à me dire: «Bah, c'est bon, je peux à nouveau être heureuse». Tu écris dans ton livre: «J'ai appris à danser avec mes cicatrices». C'est une phrase qui m'a marqué, je trouve qui est très forte. C'est ça ta définition du courage aujourd'hui? Tu as des Oui, cicatrices en toi, que j'aurai toujours, ça c'est indéniable, mais mais tu as appris à vivre avec. j'en ai fait une force, je pense. Si tu devais adresser, un message aujourd'hui, à ceux qui sont peut-être en train de nous écouter, qui écouteront le podcast et qui traversent, l'enfer, quel que soit en fait, peut-être la perte d'un conjoint, peut-être la perte d'un enfant, peut-être, heu, qu'est-ce que tu pourrais toi leur dire aujourd'hui, après avoir traversé tout ça? De jamais rien lâcher, de se raccrocher à chaque petite chose qui font du bien et que même si, on traverse des choses, qui sur le moment paraissent, insurmontables, en réalité je pense que rien ne l'est et qu'on a tous en nous un courage qu'on ne soupçonne pas. Et tu l'as trouvé où cette force justement pour te relever de tous ces obstacles que tu as pu avoir? Bah, en mon fils déjà et en moi. Je pense tout simplement. Au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de m'occuper de mon fils, seule, que j'étais capable de gérer un foyer seule, heu, que j'avais été capable de le mettre à l'abri, en prenant un appartement, que je m'en sortais très bien, même si évidemment il y a des moments plus compliqués parce être maman solo, c'est pas tous les jours facile, mais que finalement j'y arrivais. Tu écris dans ton livre, une phrase très juste où tu dis: «On croit que la vie choisit pour nous, mais c'est nous qui choisissons de continuer ou non à la vivre». Oui, Hem, Tu crois que tout commence par ce choix-là? Que c'est uniquement la volonté qui fait oui, que je tout être pense. humain peut surmonter une Oui, épreuve? je pense. Je pense que c'est vraiment une question de volonté. Et toi, ce choix, il a été fait quand de te dire: «Je veux continuer à vivre pour, ce que tu disais tout à l'heure, à la fois pour Marceau, à la fois pour Thibaut»? Bah, le déclic, finalement, je l'ai eu assez rapidement. Alors bon, ça a duré quand même quelques mois où j'ai eu beaucoup de mal à retrouver cette envie de vivre et de me battre. Mais assez rapidement quand même, je me suis dit: «Non, mais moi, je suis là, j'ai la chance d'être là. J'ai pas le droit, en fait, j'ai pas le droit d'abandonner, j'ai pas le droit, de ne pas vivre alors que lui aurait voulu être là, aurait voulu voir son fils grandir et je n'ai pas le droit d'abandonner mon fils». Tu crois qu'après tout ça, on devient juste, plus fort ou plus vrai? Les 2, plus fort mais aussi plus vrai. C'est une Aujourd'hui, certitude. tu estimes que tu es devenue à la fois plus forte et à la fois aussi où tu prends les choses avec beaucoup plus de légèreté? Ah, beaucoup plus. Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, j'ai toujours, été très à l'aise à l'écrit, même avant cet accident, mais j'avais pas du tout dans ma vie de projet, d'écrire quoi que ce soit et en fait, quand l'accident a eu lieu, je me suis vite rendu compte que écrire me faisait du bien. Ça me soulageait, en fait, de pouvoir mettre sur papier, ce que je pouvais ressentir à l'instant T et je me suis dit assez rapidement: «Beh, un jour, quand je serai prête, quand ça sera le bon moment, j'écrirai mon histoire». Je savais pas quand, c'était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, donc je savais pas du tout comment m'y prendre, mais je savais que ce moment arriverait. En combien de temps tu as écrit ce livre? Alors honnêtement, assez rapidement, j'ai dû l'écrire, en 6 mois environ, Tous les jours, tu étais dessus, il y a une quasiment tous les jours, des heures et des heures, quand mon fils, dormait, le soir, la nuit, beaucoup la nuit parce que je trouve que c'est à ce moment-là que les choses reviennent le mieux. Alors peut-être parce que moi j'ai vécu ça la nuit aussi, je sais pas, mais c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps. ce livre, tu l'as écrit pour toi ou pour aider, aussi, toutes celles et ceux qui t'écouteront ou qui le liront aujourd'hui? Je l'ai écrit pour moi parce que ça a été ma thérapie et c'est ce qui m'a permis, aujourd'hui de clôturer un petit peu, de clôturer un peu tout ça, 4 ans après. Mais aussi pour toutes celles, en fait, tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre aujourd'hui un message d'espoir, en fait, que peu importe ce qu'ils peuvent traverser,
on peut se relever, on peut être à nouveau heureux dans notre vie. Tu dis qu'il est dédié, notamment à Thibaut, à Ouais. Marceau, et à toi-même. Est-ce que c'est une manière, aussi ce livre de t'autoriser à vivre à nouveau? Oui, une manière de me remercier d'avoir réussi à surmonter tout ça, d'avoir été, plus indulgente à certains moments avec moi-même parce que, je suis très dure avec moi, mais, j'ai appris justement à lâcher un peu prise et aussi remercier, la vie en quelque sorte de m'avoir laissé une chance. Quand tu, quand tu verras quelqu'un le lire, quand tu verras ces nombreux partages en story, je sais que tu as déjà pas mal de personnes qui souhaitent le lire, pas mal de précommandes. Heu, c'est quoi le premier sentiment que tu veux qu'ils aient ces gens-là? L'espoir, vraiment. Et ce livre pour toi, c'est plus un adieu ou une reconnaissance? C'est un peu comme une page qui se tourne. Je pense que j'ai besoin de clôturer en fait, chose qui ne s'est pas encore fait, au niveau de la justice. Mais moi, j'ai besoin de clôturer, et ça arrive vraiment au bon moment, au moment où il y a la bascule, là, avec l'achat de la maison, avec, le déménagement, avec mon autorisation, moi, à vivre pleinement. Heu, voilà, pour moi, c'est vraiment le bon moment. Tu termines ton livre avec une page de remerciements qui m'a Oui, profondément, touché moi de l'extérieur. Pas des re Très sincèrement, c'est pas des remerciements classiques, c'est des remerciements de vie, et j'aimerais qu'on revienne un petit peu ensemble pour chacun. Hem, Tu parles justement et de ce qu'ils représentent aussi pour toi. Tu parles, des sauveteurs et des pompiers. Je pense que, et c'est pas mentir et trahir de le dire, c'est qu'il va y avoir énormément de pompiers aussi qui regarderont ce oui, podcast. certainement. Quand tu penses aux sauveteurs, aux pompiers, ceux qui t'ont sorti des décombres, ceux qui ont sorti des décombres Marceau, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Heu, Si tu pouvais leur dire peut-être une phrase ici et maintenant, ça serait quoi? Bah, les remercier, en fait, encore et encore. J'éprouve pour eux une sincère affection, beaucoup de gratitude, en fait. Pour eux, encore une fois, ça reste simplement un métier. Moi, ils me l'ont dit, on fait simplement notre travail, mais non, en fait. Ils sauvent des vies, ils mettent leur vie en danger et je trouve qu'il y a rien de plus beau. D'ailleurs, tu écris dans ton livre: Je n'ai pas été seulement sauvé par leurs bras, mais par leur regard, et dans ce regard, j'ai compris que j'étais encore là». Oui, Tu te rappelles encore de ce regard oui. de certains pompiers? Oui, des regards, pleins d'émotions, des en fait, de l'humanité, quoi. Vraiment beaucoup d'humanité, de bienveillance, d'affection et pas aucune froideur, en fait. Je sais que, mon père t'a dit un mot une fois, où il t'a dit, «Maintenant tu fais partie de cette grande famille des Oui, pompiers». Heu, Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que c'est aussi important pour toi? Je sais que là, tu vois, il y a des Saintes-Barbes qui arrivent, tu as envie de oui, participer, oui, de t'impliquer aussi. Il y a une promotion qui porte également le nom de Marceau. oui. Hem, Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois, cet attachement que les pompiers ont pour toi et également en retour, c'est cet attachement Ah ben que tu peux leur porter aujourd'hui et ton fils aussi qui grandira avec ça? ça me procure, énormément d'émotions. Alors mon fils, pas encore parce qu'il se rend pas forcément compte, même si, il en est très content et il le sait qu'on fait partie un peu de ce monde-là maintenant. Mais moi, je ressens, une émotion profonde de me dire que mon fils, fait partie intégrante, en fait, de cette grande famille. Bah, je crois que toi aussi. Mais moi aussi. Pour parler un petit peu de l'équipe médicale également, quand tu et tu le dis comme ça dans ton livre, quand tu repenses aux soignants, à ceux qui t'ont recousu, réparé, c'est des mots que tu emploies, parfois même sans comprendre ton histoire entière. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce qu'eux t'ont appris? Il y a cette phrase dans ton livre où tu dis: «Ils ont soigné mon corps quand mon cœur n'était plus là». Est-ce que tu crois aussi qu'ils ont aussi un petit peu recousu ton âme aussi, en quelque sorte? Oui, en quelque sorte, parce que, ils ont été, pareil d'une bienveillance, incroyable, que ce soit avec moi ou même avec Marceau. Alors moi, j'étais pas avec lui, à l'hôpital à Marseille quand il y était, mais je sais qu'ils ont pris énormément soin de lui. Moi, ils ont pris soin de moi aussi d'une certaine manière. Ils m'ont accompagnée du mieux qu'ils pouvaient. Hem et c'est vrai qu'eux aussi font un métier, extraordinaire. Tu parles aussi de ta psy dans ce livre, celle qui t'a aidé à remettre des mots, sur, l'indicible, où tu dis: «Qu'est-ce que tu lui dois aujourd'hui?» Est-ce que c'était important pour toi, justement d'en parler aussi dans ton livre? Elle t'a aidé plutôt à revivre ou à comprendre que tu étais déjà en vie? Ça a été quoi, son rôle aussi dans ta reconstruction? Elle m'a aidée à arrêter de culpabiliser,
à me faire comprendre que tout ce que je pouvais ressentir était normal, que je n'étais pas faible, en fait, de ressentir autant de tristesse, autant de douleur, que ces moments où j'ai eu envie de mourir, où j'ai eu envie d'en finir, ne faisaient pas de moi quelqu'un, de faible ou de pas courageux et elle m'a vraiment aidée à me reconstruire derrière. Enfin, je vais en venir aux 2 plus importants. Il y a ton fils, Marceau. Hem, c'est lui qui a crié aussi cette nuit-là. C'est lui, entre guillemets, qui t'a aussi, ramené à la vie. Hem, Tu écris «Il a 9 mois» et déjà tout d'un héros dans ton Mmh. livre. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne de cette histoire, de son histoire aussi à lui? On vous avait reçus tous les 2 la dernière fois où justement je me rappelle avec sa petite voix, c'est notre histoire et c'est votre histoire. Qu'est-ce que tu veux qu'il retienne de cette histoire le jour où il sera assez grand pour la comprendre? Faut qu'il en fasse une force, pas une faiblesse. Que c'est pas un fardeau, à porter, que c'est pas, quelque chose qui va le condamner, à vie, mais que voilà, il faut vraiment qu'il en fasse une force. Et enfin, j'aimerais terminer sur cette petite, sur Thibaut, l'amour, le père, le pilier comme tu le décris dans ton livre. Si tu devais lui dire un mot, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Tu dis, notamment dans ton livre que tu as perdu Thibaut, mais que tu n'as pas perdu Thibaut, pardon, mais que tu as appris à l'aimer autrement. Hem, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Que je l'aimerai toujours, qu'il fera toujours partie de ma vie et que je le remercie. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Et enfin, tu te remercies et je crois que c'est très important, tu te remercies toi dans ce livre et ça, c'est ce qui m'a profondément bouleversé à cette lecture. Heu, Pourquoi? Pourquoi tu t'es remercié? Parce que je me rends compte que j'ai traversé quand même des choses, qui sont, relativement difficiles et que malgré tout, j'y suis arrivée. J'ai réussi à me relever, j'ai réussi à élever mon fils jusque-là, je pense, très bien et voilà, aujourd'hui, je trouve quand même malgré tout que j'ai été courageuse et je suis fière. Je suis fière de ce parcours. Je vais terminer, avec le mot de la fin que j'ai avec chaque invité, qui est un petit peu plus particulier aujourd'hui, je ne vais pas te mentir. Hem, Moi, j'aimerais te dire à quel point tu es courageuse. Tu es une femme courageuse. Et je parle aussi au nom de mon associé avec qui on a eu un plaisir, fou à travailler ce podcast, à faire ce podcast. C'est juste une histoire incroyable et ce parcours que tu as, cette maman, je t'ai découvert, pour beaucoup sur les enfin, en tout cas, beaucoup sur les réseaux sociaux et sache que, enfin, voilà, tu nous as en tout cas, tu nous as profondément bouleversés. C'est quelque chose de profondément important pour nous aussi, ce podcast, que tu puisses, dans ta reconstruction aussi, me de poser des mots dessus, de poser des mots, sur ce que tu as pu vivre, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as pu faire pour te reconstruire et donc au nom des 2 Chris que tu connais maintenant, j'aimerais très sincèrement te remercier parce que, tu as un voilà, tu un courage extraordinaire et tu sais, beaucoup de choses. Voilà et c'est pour ça que je tiens à te dire à quel point, tu es forte et je peux te dire que à la fois Marceau et à la fois Thibaut sont profondément fiers de toi aujourd'hui, de la femme que tu étais forcément, mais que tu es devenue aussi aujourd'hui.